Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 19 mai et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un adultère, celui des époux Longeville qui chacun de leur côté mènent des amours secrètes. C'est un conte pour adultes du Marquis de Sade avec quelques métaphores qui sont peut-être susceptibles de gêner les esprits les plus pudiques. Et juste avant cela, une séance de visualisation qui nous emmène en été nous rafraîchir autour d'une fontaine. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Notre séance de relaxation ce soir est une séance de visualisation qui nous invite à profiter de la fraîcheur d'une fontaine sous un ciel d'été. Commencez par prendre une inspiration longue et profonde. Et expirez lentement, à votre rythme. Avant de démarrer cette séance de visualisation, on va commencer par se détendre complètement. Commencez par détendre tous les petits muscles de votre visage. Relâchez votre nuque. Vos épaules. Votre dos. Ressentez vos épaules et les muscles de votre dos se relâcher complètement, s'abandonner sur le matelas. Vos bras et vos mains sont confortablement posés sur le matelas, calmes et détendus. Détendez votre poitrine. Votre ventre. Vos fesses et votre zone pelvienne. Détendez vos hanches. Vos cuisses. Vos genoux. Vos mollets. Vos pieds. Et chacun de vos doigts de pied. Imaginez-vous dans un grand jardin près d'une fontaine. Nous sommes en été, il fait beau et vous ne portez rien d'autre qu'un vêtement léger. Peut-être en lin, peut-être en coton.
La fontaine est toute de pierre, et vous prenez un instant pour l'imaginer dans ses moindres détails. Peut-être y a-t-il une sculpture qui orne la fontaine, peut-être un ange, peut-être un personnage historique, Marie Curie, Frida Kahlo, George Sand, peut-être même une statue en forme de nuage. Peut-être l'eau jaillit-elle d'une certaine manière, avec un grand jet qui retombe en parapluie, ou alors un plus petit jet qui retombe sur 3 étages. Quelle que soit la manière dont vous voyez cette fontaine, imaginez-la très vivante, avec une eau très claire et des reflets dorés. Vous vous approchez de la fontaine et vous touchez ses contours. Vous notez sa robustesse, la fraîcheur de la pierre. À présent, plongez le bout de vos doigts dans l'eau et notez comme l'eau est douce, presque soyeuse, et comme elle semble vous détendre encore davantage. Alors que vous trempez vos doigts dans l'eau, vous sentez tout votre stress, toutes les tensions s'évacuer davantage. Vous portez désormais votre attention sur les odeurs que vous pouvez sentir. L'odeur caractéristique de l'été, l'odeur des arbres, l'odeur du soleil, l'odeur de l'eau qui éclabousse. Prenez un moment pour simplement profiter de ce moment de détente tout en recentrant votre attention sur votre respiration, sereine et paisible. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Donatien Alphonse François de Sade, la châtelaine de Longeville ou la femme vengée. Au temps où les seigneurs vivaient despotiquement dans leurs terres, dans ces temps glorieux où la France comptait dans son enceinte une foule de souverains, vivait au milieu de ces domaines le seigneur de Longeville, possesseur d'un assez grand fief en Champagne. Il avait avec lui une petite femme brune, espiègle, fort vive, peu jolie mais friponne et aimant passionnément le plaisir. La dame châtelaine pouvait avoir 25 à 26 ans et monseigneur 30 tout au plus, tous deux mariés depuis 10 ans et tous deux très en âge de chercher un peu de distraction
aux ennuis de l'hymen, tâchaient à se pourvoir dans le voisinage du mieux qu'il leur était possible. Le bourg, ou plutôt le hameau de Longeville, offrait peu de ressources. Cependant, une jeune fermière avait trouvé le secret de plaire à monseigneur, et depuis 2 ans, il s'en arrangeait le plus commodément du monde. Louison, c'était le nom de la tourterelle chérie, venait tous les soirs coucher avec son maître par un escalier dérobé, ménagé dans une des tours qui avoisinaient l'appartement du patron. Et le matin, elle décampait avant que madame n'entrât chez son époux, comme elle avait coutume de le faire pour le déjeuner. Madame de Longeville n'ignorait nullement la petite conduite incongrue de son mari, mais comme elle était bien aise de se divertir aussi de son côté, elle ne disait mot. Il n'y a rien de si doux que les femmes infidèles, elles ont tant d'intérêt à cacher leur démarche qu'elles examinent celles des autres infiniment moins que les prudes. Un meunier des environs nommé Colas, jeune drôle de 18 à 20 ans, blanc comme sa farine, musclé comme son mulet et joli comme la rose qui croissait dans son petit jardin, s'introduisait chaque soir comme Louison dans un cabinet voisin de l'appartement de madame, et bien promptement au fond du lit quand tout était tranquille dans le château. On ne pouvait rien voir de plus tranquille que ces 2 petits ménages. Sans le démon qui s'en mêla, je suis sûr qu'on les aurait cités comme des exemples à toute la Champagne. Ne riez point, lecteur, non, ne riez point de ce mot « exemple ». Au défaut de la vertu, le vice, bien décent et bien caché, peut servir de modèle. N'est-il pas aussi heureux qu'adroit de pécher sans scandaliser son prochain, et dans le fait de quel danger peut être le mal quand il n'est pas su? Voyons, décidez, cette petite conduite tout irrégulière qu'elle était, ne se trouve-t-elle pourtant pas préférable au tableau que les mœurs actuelles peuvent nous offrir? N'aimez-vous pas mieux le sire de Longeville durement étendu sans bruit dans les 2 jolis bras de sa jolie fermière, et sa respectable épouse au sein d'un beau meunier dont personne ne sait le bonheur, qu'une de nos duchesses parisiennes changeant de partenaire tous les mois, ou se livrant à ses valets pendant que monsieur mange 200 000 écus par an avec une de ces méprisables créatures que déguise le luxe, qu'avilit la naissance et que la vertu corrompt. Je le dis donc sans la discorde dont les poisons distillèrent bientôt sur ces 4 favoris de l'amour, rien de plus doux et de plus sage que leur joli petit arrangement. Mais le sire de Longeville, qui avait comme beaucoup d'époux injustes la cruelle prétention d'être heureux et de ne pas vouloir que sa femme le fût, le sire de Longeville, qui s'imaginait comme les perdrix que personne ne le voyait parce qu'il avait la tête à couvert, découvrit l'intrigue de sa femme et la trouva mauvaise, comme si sa conduite à lui n'autorisait pas pleinement celle qu'il s'avisait de blâmer. De la découverte à la vengeance, il n'y a pas loin dans un esprit jaloux. Monsieur de Longeville se résolut donc de ne rien dire, et de se débarrasser du drôle qui flétrissait son front. Être cocu, se disait-il tout seul, par un homme de mon rang, soit, mais par un meunier, oh, monsieur Colas, vous aurez la bonté, s'il vous plaît, d'aller moudre à d'autres moulins. Il ne sera pas dit que celui de ma femme s'ouvre davantage à votre semence. Et comme la haine de ces petits despotes suzerains était toujours fort cruelle, comme ils abusaient souvent du droit de vie et de mort que les lois féodales leur accordaient sur leurs vassaux, Monsieur de Longeville ne se résolut à rien moins qu'à faire jeter le pauvre Colas dans les fossés pleins d'eau qui environnaient son habitation. « Clodomir, dit-il un jour à son maître queux, il faut que tes garçons et toi me débarrassiez d'un vilain qui souille le lit de madame. »« Soit, monseigneur, répondit Clodomir, nous l'égorgerons si vous voulez, et vous le servirons troussé comme un cochon de lait. » Non, mon ami, répondit monsieur de Longeville. Il suffit de le mettre dans un sac avec des pierres dedans,
et de le descendre en cet équipage au fond des fossés du château. Très bien. Mais avant tout, il faut le prendre et nous ne le tenons pas. Nous l'aurons, monseigneur. Il sera bien fin s'il se sauve de nous. Nous l'aurons, vous dis-je. Il viendra ce soir à 9h, dit l'époux offensé. Il passera par le jardin, arrivera de plain-pied dans les salles basses, ira se cacher dans le cabinet qui est auprès de la chapelle et se tiendra blotti là jusqu'à ce que madame, me croyant endormi, vienne le délivrer pour le conduire en son appartement. Il faut lui laisser faire toutes ses manœuvres, nous contenter de le guetter, et dès qu'il se croira à l'abri, nous mettrons la main dessus et nous l'enverrons boire afin de tempérer ses feux. Rien de mieux conduit que ce plan, et le pauvre Colas allait certainement être mangé des poissons si tout le monde eût été discret. Mais le baron s'était confié à trop de monde. Il fut trahi. Un jeune garçon de cuisine qui chérissait beaucoup sa patronne, et qui peut-être aspirait à partager un jour ses faveurs avec le meunier, se livrant plutôt au sentiment que lui inspirait sa maîtresse qu'à la jalousie qui eût dû le rendre enchanté du malheur de son rival, courut donner avis de tout ce qui venait de se tramer, et en fut récompensé d'un baiser et de 2 beaux écus d'or, qui valaient moins pour lui que le baiser. Assurément, dit madame Longeville dès qu'elle fut seule avec celle de ces femmes qui servaient son intrigue, c'est un homme bien injuste que monseigneur. Et quoi? Il fait ce qu'il veut, je ne dis mot, et il trouve mauvais que je me dédommage de tous les jours de jeûne qu'il me fait faire. Ah, je ne le souffrirai pas, mamie, je ne le souffrirai pas. Écoute, Jeannette, es-tu fille à me servir dans le projet que j'invente, et pour sauver Colas, et pour attraper monseigneur? Assurément, madame n'a qu'à ordonner, je ferai tout. C'est un si brave enfant que ce pauvre Colas, je n'ai vu à nul autre garçon des reins si doubles et des couleurs si fraîches. Oh oui, madame, oui, je vous servirai. Que faut-il faire? Il faut, dès ce moment même, dit la dame, que tu ailles avertir Colas de ne point paraître au château, que je ne le fasse avertir, et le prier de ma part de me prêter l'habillement complet qu'il a coutume de mettre quand il vient ici. Dès que tu tiendras ce vêtement, Jeannette, tu iras trouver Louison, la bien-aimée de mon perfide, et tu lui diras que tu viens à elle de la part de monseigneur, qui lui fait enjoindre de se vêtir des habits que tu auras dans ton tablier, de ne plus venir par son chemin ordinaire, mais par celui du jardin, de la cour et des salles basses, et d'aller, aussitôt qu'elle sera dans la maison, se cacher dans le cabinet qui est à côté de la chapelle, jusqu'à ce que monsieur vienne la chercher, et aux questions qu'elle te fera sans doute sur ces changements, tu lui diras que cela vient de la jalousie de madame, qui a tout su et qui l'a fait guetter par le chemin qu'elle a coutume de prendre ordinairement. Si elle s'effraie, tu la rassureras, tu lui feras quelques présents et tu lui recommanderas bien surtout de ne pas manquer de venir, parce que monseigneur a ce soir des choses de la plus grande conséquence à lui dire, relativement à tout ce qui a suivi la scène de jalousie de madame. Jeannette part, elle remplit ses 2 commissions au mieux, et à 9h du soir, c'est la malheureuse Louison, sous les habits de Colas, qui se trouve dans le cabinet où l'on veut surprendre l'amant de madame. « Avançons, » dit M. de Longeville à ces gens qui non plus que lui n'avaient cessé d'être aux aguets. « Avançons, vous l'avez vu comme moi, mes amis, n'est-ce pas? »« Oui, monseigneur, parbleu, c'est un joli garçon. » Ouvrez lestement la porte, jetez-lui des serviettes sur la tête pour l'empêcher de crier, enfoncez-le dans le sac et noyez-le sans autre forme de procès. Tout s'exécute au mieux, on bouche tellement l'organe de l'infortunée captive qu'il lui est impossible de se faire reconnaître. On l'enveloppe dans le sac au fond duquel on a eu soin de mettre de grosses pierres, et par la même fenêtre du cabinet où s'est fait la prise, on la précipite au milieu des fossés. L'opération faite, tout le monde se retire,
et M. de Longeville gagne son appartement très empressé d'y recevoir sa donzelle qui, selon lui, ne devait pas tarder de venir et qu'il était bien loin de croire si fraîchement placée. La moitié de la nuit se passe et personne ne paraît. Comme il faisait un très beau clair de lune, notre amant inquiet imagine d'aller voir lui-même au logis de sa belle quel motif pouvait l'arrêter. Il sort, et pendant ce temps-là, madame de Longeville, qui ne perdait rien de ses démarches, vient s'établir dans le lit de son mari. Monsieur de Longeville apprend chez Louison qu'elle est partie du logis comme à l'ordinaire et qu'assurément elle est au château. On ne lui dit rien du déguisement parce que Louison n'en avait fait la confidence à personne et qu'elle s'était évadée sans qu'on la vît. Le patron revient, et la bougie qu'il avait laissée dans sa chambre se trouvant éteinte, il va prendre près de son lit un briquet pour la rallumer. En s'en approchant, il entend respirer. Il ne doute pas que sa chère Louison ne soit venue pendant qu'il allait la chercher et qu'elle s'est couchée d'impatience ne le voyant point dans son appartement. Il ne balance donc point, et le voilà bientôt entre deux draps caressant sa femme avec les mots d'amour et les expressions tendres dont il avait coutume de se servir avec sa chère Louison. « Que tu m'as fait attendre, ma douce mie. Où donc étais-tu, ma chère Louison ?»« Perfide, dit alors madame de Longeville en découvrant la lumière d'une lanterne sourde qu'elle tenait cachée. Je ne puis donc plus douter de ta conduite. Reconnais ton épouse, et non la catin à qui tu donnes ce qui n'appartient qu'à moi. Madame, dit alors le mari sans s'étourdir, je crois que je suis maître de mes actions, quand vous-même vous me manquez aussi essentiellement. Vous manquez, monsieur, et en quoi je vous prie? Ne sais-je pas votre intrigue avec Colas, un des plus vils paysans de mes terres? Moi, monsieur, répond arrogamment la châtelaine. Moi, m'avilir à ce point? Vous êtes un visionnaire. Il n'exista jamais un mot de ce que vous dites, et je vous défie de m'en donner des preuves. Il est vrai, madame, que cela serait difficile actuellement, car je viens de faire jeter à l'eau ce scélérat qui me déshonorait, et vous ne le reverrez plus de vos jours. Monsieur, dit la châtelaine, avec encore plus d'effronterie, si vous avez fait jeter ce malheureux à l'eau sur de tels soupçons, assurément vous êtes coupable d'une grande injustice, mais si, dites-vous, il n'est ainsi puni que parce qu'il venait dans le château, j'ai bien peur que vous ne vous soyez trompé, car il n'y mit jamais les pieds de sa vie. En vérité, madame, vous me feriez croire que je suis fou. Éclaircissons, monsieur, éclaircissons. Rien n'est plus aisé. Envoyez vous-même Jeannette que voilà chercher ce paysan dont vous êtes si faussement et si ridiculement jaloux, et nous verrons ce qui en sera. Le baron consent, Jeannette part, elle amène Colas bien stylé. Monsieur de Longeville se frotte les yeux en le voyant. Il ordonne aussitôt à tout le monde de se lever et d'aller reconnaître au plus vite quel est donc en ce cas l'individu qui l'a fait jeter dans les fossés. On vole, mais ce n'est qu'un cadavre qu'on rapporte, et c'est celui de la malheureuse Louison qu'on expose aux yeux de son amant. Juste ciel, s'écrie le baron. Une main inconnue agit dans tout ceci, mais c'est la Providence qui la dirige. Que ce soit vous ou qui l'on voudra, madame, qui soit la cause de cette méprise, je renonce à l'approfondir. Vous voilà débarrassée de celle qui vous causait des inquiétudes, défaites-moi de même de celui qui m'en donne, et que dès l'instant Colas disparaisse du pays. Y consentez-vous, madame? Je fais plus, monsieur. Je me joins à vous pour le lui ordonner. Que la paix renaisse entre nous, que l'amour et l'estime y reprennent leurs droits, et que rien ne puisse les en écarter à l'avenir. Colas partit et ne reparut plus, on enterra Louison, et jamais il ne se vit dans toute la Champagne d'époux plus unis que le sire et la dame de Longeville.
Bonne nuit. Bonne nuit.